Alors, Camille Saint-Saëns est lié à Dieppe par sa famille paternelle, puisque son père était natif de Rouménil-Bouteille, une des communes de l'actuelle agglomération de Dieppe. Son grand-père en était maire d'ailleurs, et Camille Saint-Saëns a gardé pendant toute sa vie des rapports relativement réguliers avec les membres de sa famille, dont son oncle qui était prêtre à Neuville-les-Dieppe, donc qui fait partie aujourd'hui de la commune, et son cousin, Léon Letellier, qui a eu une grosse importance puisqu'il était bibliothécaire, il est resté longtemps, pendant 50 ans bibliothécaire à la ville de Dieppe, et c'est grâce à lui et au conservateur du musée de l'époque, Ambroise Millet, que nous devons le don par Camille Saint-Saëns après le décès de sa mère en 1888, et donc à partir de 1889, le don par Camille Saint-Saëns de ses collections personnelles qui, quelque part, l'encombrait dans son intérieur parisien, qu'il a souhaité, après le décès de sa maman, justement, délaisser pour pouvoir être plus libre, avoir moins d'attaches matérielles, justement, dans la capitale, pouvoir voyager librement à l'étranger sans préoccupation de vol, de ménage et d'entretien. Et donc, il a souhaité donner à la ville de Dieppe une partie de son mobilier, non sans incitation, quelque part, de son cousin et du conservateur du musée, qui, à l'époque, avait fait une petite enquête sur les musées consacrés à des musiciens qui pouvaient exister à travers l'Europe. Et donc, Ambroise Millet s'était renseigné sur ce qu'on avait fait autour de Liszt, ce qu'on avait fait autour de Wagner, des Italiens, Verdi, etc., etc. Et il avait dit, ben voilà, Camille Saint-Saëns a tout à fait sa place dans le panthéon des grands musiciens européens, et Dieppe est tout à fait prête à recevoir la collection du maître pour en faire un musée au sein du musée municipal qui existait déjà. Et c'est ce qui va arriver assez rapidement. Et à partir de 1891, les dons vont régulièrement arriver jusqu'à ce qu'en 1897, dans l'installation du musée de l'époque, le conservateur réserve 2 salles entières consacrées à tous les envois que le maître avait fait à la ville de Dieppe. Alors, il y a donc les objets matériels, les collections de beaux-arts, dirons-nous, les peintures, sculptures, céramiques, mobilier, de famille, dessins de la maman de Camille Saint-Saëns qui vont venir enrichir tout ça. Et puis, il y a un deuxième volet que je n'ai pas nommé, mais qu'il faut nommer ici, c'est la correspondance. Ainsi que les partitions et la bibliothèque de Camille Saint-Saëns qui vont arriver également à Dieppe dans les mêmes années. La bibliothèque sera envoyée assez logiquement à la bibliothèque et assez curieusement, le choix est fait par le conservateur à l'époque de rassembler la correspondance et les partitions avec le reste des objets mobiliers et des objets d'art. Et donc, le musée va être détenteur récemment, jusqu'en 2012 en réalité, de ce gros ensemble qui intégrait les 13 000 lettres qui aujourd'hui sont exploitées et valorisées par la bibliothèque, mais qui faisait un fonds du coup très cohérent dans lequel à la fois les archives et les objets mobiliers et les collections de beaux-arts étaient intégrés. Alors, la collection Saint-Saëns au sein du musée de Dieppe est évidemment liée au premier don du maître dès les années 1880, à partir de 1889, mais Saint-Saëns n'est pas le seul à avoir constitué cet ensemble. Dès son vivant, ses propres amis vont vouloir enrichir ce musée naissant, musée consacré à sa propre mémoire, de son vivant. Et donc, on va avoir des gens de ses proches amis, le marquis de Faria, qui est un marquis d'origine portugaise, installé en Suisse, et qui va largement favoriser les concerts de Camille Saint-Saëns là-bas, au bord du lac Léman, qui va envoyer des partitions, autographes de Camille Saint-Saëns, reliés dans des belles reliures cuir, etc. On a des amis, divers amis qui vont envoyer des peintures, voilà. Et donc, il va y avoir de multiples dons, donc, y compris de son vivant, par ses propres amis. Évidemment, après sa mort, les amis vont continuer pour célébrer encore davantage la mémoire du maître, d'envoyer des choses. Donc, pendant toutes les années 20, on va voir arriver encore des collections. Ça va se tarir un petit peu tout ça après le centenaire de la naissance de Camille Saint-Saëns, 1935. Après ça, on voit peu de choses arriver, ainsi qu'après la guerre. Et il faudra attendre, en réalité, donc, le fameux secrétaire de Saint-Saëns, Jean Bonnereau, et qui, à travers sa veuve, va faire donner au musée de Dieppe l'immense documentation
que Jean Bonnereau lui-même avait classé, ordonné, catalogué, relié, enfin organisé de manière remarquable. Donc tout ça va venir au musée Dieppe. Ça, on est en 1972 de mémoire, dans les années 70. Et je dirais que dans les années qui vont suivre, on aura des dons épars. Notamment, donc, nous avons fait une grosse acquisition en 2004, justement, comment dirais-je, d'une grosse correspondance et de documents, mais aussi de quelques rares objets un petit peu symboliques malgré tout, en provenance de Gabriel Gélin. Alors, j'ai parlé de Jean Bonnereau qui était son secrétaire, et Gabriel Gélin qui a été un peu son factotum, son majordome, qui l'a accompagné dans beaucoup de ses voyages, qui a correspondu avec Saint-Saëns, beaucoup dans ces différentes tribulations, qui servaient parfois même de poste restante en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on écrivait à Gabriel Gélin lorsque Camille Saint-Saëns était parti ici ou là, on savait qu'on pouvait trouver Monsieur Gélin. Et donc les héritiers de Gabriel Gélin ont vendu au musée en 2004 un gros ensemble de correspondances, ainsi que le deuxième costume d'académicien de Camille, où on note un embonpoint supplémentaire par rapport au premier costume qui était arrivé dans les collections. Et puis, dans cette collection, d'ailleurs, une petite chose, mais tout à fait symbolique et forte émotionnellement, c'est les poils de barbe qui ont été découpés à l'Opéra de Paris en 1911. On sait que Saint-Saëns avait une barbe à deux pointes. L'Opéra de Paris, je crois, conserve la première pointe qui est conservée là-bas dans les collections de la Bibliothèque nationale, Bibliothèque de l'Opéra. Et donc, Gabriel Gélin, semble-t-il, avait conservé la deuxième pointe, et elle nous est arrivée à travers cette collection. Parce qu'en fait, je suis missionnée par Yves Gérard, qui m'a chargée d'une mission, c'est de remettre à la ville de Dieppe pour le musée deux objets auxquels il tenait particulièrement. Voilà, de sa petite écriture. Donc, voilà, mais oui. Voilà, donc ce sont des objets que Camille Saint-Saëns a offert à Jean Bonnereau, en remerciement de ses bons et loyaux services et par amitié, et que Madame Bonnereau, pour remercier Yves Gérard d'avoir été l'intercesseur pour faire entrer le fonds Bonnereau dans les collections de la ville de Dieppe, a offert à Yves Gérard, qui lui-même trouvait que leur place, finalement, c'était de rejoindre le fonds Jean Bonnereau. Voilà. Donc, il avait gardé, oui, il part de vers lui, il me les a remis vraiment avec toutes les consignes. Ce très joli petit étui. Regardez, qui vient du Caire. Hein. Oh là là, super. Des Saridis, bijoutier horloger Le Caire, rue Camel. Donc c'est une petite épingle de cravate avec une, je ne sais pas si c'est une patte de verre ou une turquoise. Oui, ça serait peut-être bien une turquoise quand même plutôt. C'est superbe ça. Voilà. Très joli. Et puis cet objet aussi, qui déjà le petit coffret en lui-même est très joli. Et ravissant. Ouais. Alors c'est un piège, il faut l'ouvrir en fait de ce côté-là, sinon on risque des accidents. On l'ouvre comme ça et on fait pivoter la chose comme ça. Voilà, en fait, c'est une montre chronomètre donc, que Jean Bonnereau a utilisée. Ouais. Et à l'intérieur, je ne sais pas par quel procédé, regardez s'il y a une gravure. C'est incisé, ouais. Alors, c'est incisé à Jean Bonnereau, Camille Saint-Saëns, 1913. Je crois qu'évidemment, Yves Gérard n'a jamais osé s'en servir, comme vous pouvez vous en douter, mais voilà. C'est extraordinaire, ça. Voilà le très beau cadeau très symbolique d'Yves Gérard qui nous a été remis par Marie-Gabrielle Serret à l'instant est tout à fait remarquable et d'une émotion très forte. Il va venir, je dirais, conclure ou en tout cas ponctuer cette politique d'acquisition d'une manière très intéressante, puisqu'on doit à Bonnereau cette immense documentation qui nous permet aujourd'hui de formidablement connaître et l'œuvre et la vie de Camille Saint-Saëns. Et là, on a un cadeau donc lié à Bonnereau par Yves Gérard qui plus est, qui a été, alors disons-le très clairement aussi, et avec encore une fois beaucoup d'émotion et de reconnaissance, l'œuvre, on doit à Yves Gérard, après la guerre, d'avoir fait renaître ce fonds. C'est lui qui, depuis, je crois, la fin des années 60, me semble-t-il, a, avec mon prédécesseur, contribué à l'ordonnancement, au classement, à la prise en compte
de la valeur patrimoniale et scientifique de cette collection diepoise dans la connaissance de Camille Saint-Saëns et qui a aidé à l'organiser, qui a mis au travail les premiers étudiants dont Marie-Gabrielle fait partie aujourd'hui et qui sont devenus aujourd'hui, je crois, en France et ailleurs dans le monde, les spécialistes de Saint-Saëns de nos jours.